Alors, je suis Jen Pekowski, je suis agente de programme à l'Alliance et je suis vraiment très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette séance. J'aimerais commencer par une reconnaissance du territoire. Je suis située sur le territoire traditionnel des Anishinabek, Haudenosaunee, Anipewak et Chinooktong, sur des terres liées au traité de London et d'un traité remontant à 1796. Au moment d'entamer les travaux de cette réunion, nous souhaitons reconnaître l'apport des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont été lésés par la recherche coloniale et par les priorités de recherche. Nous nous engageons à réduire ces préjudices et à nous engager au service de la réconciliation dans le domaine de la recherche. L'Alliance de recherche numérique du Canada ou l'Alliance a lancé une demande de participation ainsi qu'un appel à proposition afin de financer des projets au titre de l'initiative sur la gestion de l'accès contrôlé aux données de recherche. L'objet de la séance d'aujourd'hui est de partager de l'information avec la communauté au sujet de ce projet, de cette initiative et des nombreux détails qui la composent, ainsi que de vous donner des conseils sur le processus pour cet appel de participation. Mes excuses, j'ai un tout petit problème. Merci de votre patience. Alors, nous avons un code de conduite. L'Alliance s'appuie sur ce code de déontologie qui est également applicable à la séance d'aujourd'hui. Si vous avez déjà assisté à un de nos webinaires, vous le connaissez sans doute. L'Alliance cherche à avoir une communauté accueillante pour tous. Le langage discriminatoire n'est pas autorisé. L'Alliance ne tolère pas le harcèlement sous quelque forme qu'il soit. Le harcèlement est un comportement qui menace une autre personne, un groupe ou qui crée un environnement non sécuritaire. Alors, merci d'être ici présent. Merci d'écouter et d'apprendre. Alors, voici le programme pour le webinaire. D'abord, Victoria Smith nous présentera un aperçu de l'initiative. Ensuite, je vous donnerai des renseignements supplémentaires sur l'appel de participation du point de vue de l'administration du programme. Après cette communication, nous vous céderons la parole pour répondre à vos questions. Vous pourrez donc vous servir de la boîte de questions dans Zoom pour poser vos questions pendant l'exposé. Il y a aussi une fonction de clavardage, si vous préférez. Et nous vous encourageons à poser des questions dans la fonction de questions. Alors, Victoria, merci d'être présente. Sur ce, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jen. Est-ce que vous pouvez me faire signe que vous m'entendez, Jen? Merci. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis ici. Je suis Victoria Smith et je suis responsable de l'initiative. Et je suis également coordonnatrice des politiques de la confidentialité et des données sensibles à l'Alliance. Alors, quel est le contexte de ce projet? Les chercheurs et chercheuses doivent de plus en plus déposer des données ou de les archiver dans le moyen et le long terme à des fins d'évaluation ou de réutilisation. Il y a beaucoup à décortiquer dans cet énoncé. On sait que ces exigences proviennent de bailleurs de fonds, d'organismes présents de l'écosystème de données dans les publications, et on sait que la rétention des données peut être différente pour son évaluation que pour sa réutilisation. Alors, nous reconnaissons que les données sont un atout qui transcende la durée de vie du projet et très certainement le premier projet qui a vu la collecte des données. Alors, ce ne sont pas toutes les données qui peuvent être publiées librement.
Beaucoup de données peuvent tout simplement être affichées en ligne. On ne doit pas trop se soucier de l'accès contrôlé car ça n'est pas pertinent. Mais il y a beaucoup de données qui exigent un accès contrôlé. La tendance des données à moyen ou à long terme ou le dépôt de données, son utilisation ultérieure n'est pas possible sans avoir de mécanisme visant à gérer l'accès. Et donc, la raison pour laquelle il faudra peut-être un accès contrôlé peut varier. Ça peut être, par exemple, des données renfermant des renseignements sensibles, confidentiels, exclusifs ou sous embargo. Tout cela exige un accès contrôlé. Et les exigences varient selon le cas. Alors, voici pourquoi nous avons créé l'initiative de gestion de l'accès contrôlé aux données de recherche. Nous cherchons à aider les chercheurs et chercheuses, les dépôts de données et les établissements et organisations de recherche à gérer l'accès contrôlé aux données. Comme vous savez, les organisations s'intéressent à la recherche, pas seulement les universités. Et donc, ce vaste groupe de partenaires cherche à mieux gérer l'accès contrôlé aux données de recherche, sachant que chacun de ces groupes joue un rôle très important dans la création de données, leur utilisation, mais aussi leur réutilisation, leur accès ultérieur à des fins de recherche également ultérieures. Alors, ce que nous cherchons à faire pour vous aider à gérer cet accès contrôlé, c'est diverses choses. D'abord, améliorer la sécurité pour les recherches actuelles, permettre la découverte des données, c'est-à-dire qu'on veut permettre une publication de données qui soit accessible à plus vaste échelle, sans être publique, évidemment, permettre la découverte donc de ces données à plus vaste échelle et évidemment permettre un accès sécuritaire et contrôlé à ces données. Alors, nos organisations partenaires qui font partie de l'initiative comprennent les dépôts de données de recherche, les établissements d'enseignement postsecondaire et de recherche, donc universités, collèges et organisations publiques, ainsi que des organisations qui ont un mandat de recherche ou des intérêts connexes. Alors, voilà nos parties prenantes. Il y a 3 principaux éléments à l'initiative. D'abord, sachant que le contrôle et la gestion de l'accès contrôlé aux données de recherche est difficile, complexe, il faut 3 éléments pour permettre un accès contrôlé. D'abord, la technologie. Il faut avoir une bonne infrastructure en place, les bonnes technologies afin de mieux gérer l'accès aux données. Cela peut signifier un environnement sûr, l'authentification et l'identification de l'usager. Donc, la technologie est la cheville ouvrière de l'initiative. Il faut de bonnes solutions technologiques qui permettent une bonne conformité, des meilleures pratiques relatives à la gestion de l'accès contrôlé. Donc, dans le contexte du projet, nous allons mettre à l'épreuve diverses technologies, enfin, on l'espère, pour les environnements de dépôt, c'est-à-dire la gestion des données de recherche dans ces dépôts. Alors, vous avez peut-être des technologies formidables, mais sans avoir de flux de travail, on reste limité. Donc, il y a divers types de données qui peuvent exiger un accès contrôlé. Donc, ces flux de travail concernent sans s'y limiter les examens faits par des comités d'éthique, les négociations de contrats, l'adhésion à des exigences de TI, et toute une kyrielle d'autres mécanismes qui ont souvent lieu au sein des établissements, mais également en dehors du carcan des établissements, qui peuvent être associés à des exigences réglementaires, des politiques au niveau disciplinaire de l'établissement, de la province ou du territoire. Alors, la catégorie est très vaste. Alors, si vous regardez la diapositive et que vous regardez les termes affichés, surtout harmonisation, vous vous dites peut-être que c'est complexe, oui. Nous voulons créer une tribune, un environnement où l'on puisse collaborer au flux de travail relatif à l'accès contrôlé et à l'harmonisation dans la mesure du possible où c'est pertinent et faisable et à l'innovation où c'est possible et où c'est pertinent. Alors, je vous donne un exemple. Toutes les demandes au titre de l'éthique poseront la question, voulez-vous partager les données, oui ou non? Alors, nous savons que depuis quelques années, on met à niveau ces formulaires pour avoir des données pour avoir des questions plus précises sur les données, sur leur utilisation. Alors, on est ravis de voir que c'est le cas et félicitations aux personnes qui y travaillent, qui sont à la fine pointe, mais on sait qu'on n'optimise pas forcément comment les chercheurs posent ces questions dans le cadre des formulaires.
et comment on évalue ce genre de questions et les réponses qu'on obtient de la part des chercheurs. Alors, ce sont les types d'innovations dont il est question dans cette catégorie, c'est-à-dire de veiller à ce que ces contacts entre chercheurs et établissements, de la demande de financement jusqu'à la publication et la tendance des données à moyen et long terme après l'achèvement d'un projet, qu'on tire parti de ces points de contact, de ces points de contrôle réglementaire afin de veiller à ce que les chercheurs, les décideurs puissent réussir, que le déroulement des opérations soit le reflet des exigences actuelles et des pratiques émergentes concernant la tendance des données. Alors, dans le passé, on détruisait les données par défaut. Ce n'est plus le cas. Alors, ce pilier du projet, le flux de travail, veille à faire en sorte que tout le monde soit au diapason, que les organismes de recherche et les chercheurs, ainsi que les bailleurs de fonds, comprennent qu'on ne doit pas forcément détruire les données. Alors, nous n'allons pas créer un processus pan-canadien qui soit adapté à toutes les disciplines, mais là où il est possible de collaborer et là où il y a des points de contact où l'on puisse envisager l'harmonisation et l'innovation, on veut véritablement l'encourager. On veut veiller à ce que ce soit lié à l'élément technologique. Alors, si, par exemple, les chercheurs reçoivent de l'information de la part de leur comité d'éthique de la recherche, on veut que ce soit uniforme dans la mesure du possible. Alors, si le dépôt dit il nous faut XY, il faut que le chercheur puisse l'obtenir de la part d'un établissement qui soit informé par rapport aux exigences de ces dépôts. Alors, le troisième composant, c'est les ressources. Alors, vous avez peut-être une excellente technologie qui permet une gestion efficace de l'accès contrôlé. Vous avez peut-être des flux de travail au sein des établissements et en dehors qui permet l'utilisation de cette technologie. Mais si les personnes ne sont pas renseignées, n'arrivent pas à s'y retrouver, ne savent pas comment prendre des décisions par rapport aux choix à faire et quelle technologie utiliser, on demeure coincé. Donc, il nous faut des ressources. C'est une autre très vaste catégorie. On cherche à identifier les ressources existantes à la collectivité qui permet un accès, une gestion contrôlée et on veut mettre au point de nouvelles ressources. Par exemple, s'il y a eu des changements dans les pratiques exemplaires ou qu'il y a un besoin émergent pour des ressources nouvelles, en fait, ce dont il est question, c'est le renforcement de la capacité du système. On sait que les chercheurs cherchent cette formation et veulent se renseigner par rapport aux services disponibles ou les meilleures pratiques disponibles. Mais essentiellement, il s'agit de renforcer les capacités, pas seulement avec les chercheurs, mais avec les établissements, de sorte que les comités d'éthique de la recherche aient des contrats standards, des libellés standards. Et on sait d'ailleurs qu'un travail formidable se fait au sein des organisations pour sous-tendre ce travail. Alors, on veut le rendre plus visible, on veut soutenir ce travail et créer des possibilités de le mettre à l'échelle, de l'harmoniser avec des efforts qui sont faits dans d'autres établissements pour que les chercheurs puissent collaborer à l'échelle du Canada ou entre régions, etc., afin qu'il y ait davantage de cohérence et de clarté sur le plan d'un enjeu vraiment très complexe. Alors, c'était beaucoup d'informations. Jen, on passe à la diapo suivante. Alors, je vais parler un peu du premier composant, du premier élément du projet, la technologie. La manière dont on a conçu le projet, c'est qu'on prévoit qu'il y ait plusieurs dépôts qui participent et qui mettent à l'essai différentes technologies de gestion des accès contrôlés aux données de recherche. On n'essaie pas d'être restrictif ici. Si vous êtes une organisation d'intendance des données, que vous avez des technologies ou que vous êtes une université avec des technologies que vous envisagez ou que vous avez utilisées, très bien. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un espace où les différentes solutions qu'on essaye de mettre à l'essai, il y a une possibilité de coordination et d'alignement. Tout ne doit pas être aligné et harmonisé, c'est vrai, mais nous voulons créer une occasion pour faire cela quand cela semble logique. Donc, on veut proposer cette option. Alors, c'est nous qui organisons cela. Donc, nous apportons une technologie qui a été développée et j'en parlerai dans les prochaines diapos. Il s'agit de créer un niveau minimal de technologie à utiliser au cours du projet
Alors, ça dépendra aussi de qui participera et de ce que les participants voudront mettre à l'essai, mais il y a des technologies additionnelles que nous voudrons mettre à l'essai dans le cadre de l'initiative. Alors, pour être clair, si vous voulez participer en tant qu'organisation partenaire, vous pourrez adapter ou adopter la technologie du DFDR, mais on s'attend à ce qu'il y ait d'autres technologies que vous voudriez apporter, euh, que d'autres groupes pourraient apporter, que vous voudriez mettre à l'essai, d'autres groupes qui veulent mettre en œuvre des solutions technologiques pour la gestion de l'accès contrôlé aux données. Alors, pour vous montrer la technologie qu'apporte l'Alliance à cette initiative, il s'agit d'un logiciel avec un chiffrement à connaissance nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les séries de données chiffrées sont stockées de manière séparée de la clé de chiffrage, de chiffrement. Et donc, vous pouvez regarder ici le milieu de la diapo. Le chiffrement se fait en local parce que souvent, le point faible dans ces flux, c'est de transférer des données dans un environnement pour le chiffrer. Là, ce n'est pas nécessaire. Dans l'environnement sécuritaire approuvé par votre établissement pour analyser les données, vous pouvez utiliser cet environnement et vous pouvez utiliser notre logiciel dans cet environnement pour chiffrer les données. Donc, il ne s'agit pas de transférer des séries de données non chiffrées parce que cela représente des risques et donc nous avons éliminé le besoin de faire cela. Une fois que vous avez chiffré les données localement, vous pouvez ensuite utiliser les flux existants. Il s'agit d'avoir un système qui s'intègre donc dans le flux. On ne construit pas un nouveau dépôt, on ne repart pas de zéro. On utilise la structure de stockage et de dépôt et on ajoute une couche de sécurité additionnelle où les données sont chiffrées avant d'entrer dans le système, dans le reste du système. Alors, nous ne voyons que les séries de données chiffrées. Donc, on n'a pas d'accès ou de moyen d'avoir accès à ces données chiffrées. La clé de chiffrement est stockée séparément dans les serveurs de Vault. Donc, voilà un aperçu très général du système. Alors, il y a différentes fonctionnalités dans le logiciel pour ceux qui voudraient créer leur propre version de logiciel ou pour les chercheurs ou établissements qui mènent à bien l'intendance des données. Alors, il y a un chiffrement local des données. Cela peut interagir avec les différentes fonctions de publication de données ou de partage des données. Il y a un processus d'authentification des utilisatrices et utilisateurs et puis des mécanismes pour demander et approuver un accès. On a donc des flux dans l'application pour que les utilisateurs puissent faire une demande, puisque l'on puisse prendre une décision sur cette demande et garder tout l'historique de cet échange, c'est-à-dire sur quelle base est-ce qu'on a approuvé l'accès à tel ou tel utilisateur ou utilisatrice. Et on a également une fonctionnalité de signature de l'entente sur l'accès aux données. Donc, tout cela se trouve dans le logiciel et nous avons hâte de mettre cela à l'essai avec les utilisateurs pour voir les changements qu'on doit apporter. On sait qu'on a un produit minimum viable, mais on veut la rétroaction des chercheurs et chercheuses et des établissements et de tout le monde sur les campus, services de protection des données, etc. Donc, les organisations partenaires auront accès à cette technologie, au code source, et nous aurons également des documents d'information pour accompagner le code source de manière à ce que les organisations partenaires puissent avoir la possibilité d'adopter ou d'adapter le logiciel. Donc, on peut faire des changements dans l'application à différents niveaux pour que cela s'adapte aux besoins d'utilisation des organisations partenaires. Alors, cet aspect technologique, ce n'est pas la seule chose qui sera apportée. Nous attendons à voir d'autres technologies dans le contexte de gestion de l'accès contrôlé et nous avons hâte donc de travailler avec les partenaires et nous les remercions. Nous en sommes très reconnaissants. Alors,
Il y a deux phases dans la collaboration avec l'organisation partenaire. Tout d'abord, la collaboration de la feuille de route du projet pilote et deuxièmement, la mise en œuvre de la feuille de route du projet pilote. Alors, quand je parle de feuille de route de projet pilote, il s'agit de plans détaillés pour tester les technologies et que nous avons et d'autres technologies apportées par les organisations partenaires et s'assurer que le plan de projet répond aux besoins des participants. Donc, on a conçu le projet au niveau général, mais ce que l'on veut, c'est pouvoir intégrer les besoins locaux et les objectifs stratégiques des organisations partenaires. Alors, toutes les organisations, tous les établissements admissibles aux trois conseils peuvent participer. On peut contribuer à répondre à vos besoins et à élaborer coélaborer la feuille de route nous permet de savoir ce que vous voulez faire. C'est donc une occasion pour les organisations partenaires de participer, pas seulement à la mise à l'essai, mais vraiment de concevoir le rôle qu'ils mettront à bien avec les besoins des chercheurs, où l'on peut prendre en compte les lacunes ou les risques que l'on veut réduire et intégrer les objectifs stratégiques pour maximiser les bénéfices, les avantages pour l'établissement, pour l'organisation. Donc, les organisations partenaires peuvent être des auteurs à part entière du projet et élaborer des plans, des feuilles de route pour répondre à leurs besoins. Et pour les établissements et d'autres partenaires de projet, de se porter volontaire pour des rôles de direction. Alors, comme je l'ai mentionné, je sais que beaucoup d'organisations ont mis à jour leurs utilisations de données. Et si vous pensez que vous avez une solution qui peut être mise à l'échelle, c'est fantastique. Et donc, on veut vous aider pour que vous ayez un rôle de direction dans toutes les étapes du projet. Donc, le groupe qui va coélaborer cette feuille de route du projet pilote aura la possibilité sur un an d'entrer dans les détails de la planification du projet et aura la possibilité de se présenter pour avoir un rôle de direction, de leadership et s'assurer que ce qu'on va mettre en œuvre répond aux besoins locaux et est approuvé par le groupe. Une fois qu'on aura cette feuille de route, on va la mettre en œuvre. Donc, il y a les trois éléments du projet qui vont être intégrés dans la feuille de route, la technologie, le flux de travail et les ressources. Tout cela est interconnecté. Les flux de travail devront être interconnectés avec les technologies de dépôt. Les dépôts devront demander des choses qui peuvent être disponibles et que les chercheurs pourront fournir. Et il faudra que les ressources soient à jour et suffisamment détaillées pour savoir quels sont les services et donc les ressources qui sont disponibles dans l'écosystème. Alors, ce que nous proposons, et comme nous allons coélaborer cette feuille de route, il se peut qu'elle change. Les organisations partenaires auront leur mot à dire et diront peut-être qu'il y a trop de groupes de travail, il faudra peut-être changer les catégories. Mais ce que nous proposons pour que vous puissiez y réfléchir en tant qu'organisation partenaire potentielle, c'est de se centrer sur des groupes de travail qui se centrent sur les différents domaines de flux de travail, éthique en recherche, respect de la vie privée, etc., comme vous pouvez le voir sur la diapo. Mais il y a peut-être des changements que vous voudrez apporter. Nous aurons la possibilité d'apporter ces changements au moment de la coélaboration de la mise en œuvre. Il s'agit ici simplement d'une suggestion, d'une proposition de notre part que vous devrez approuver ou non. Et puis, nous aurons également un rapport final présentant les recommandations sur les futurs travaux. Alors, ça, c'est le projet dans son ensemble. Parlons des postes financés. Nous avons reçu un soutien financier pour cofinancer 2 postes dans ce projet. Tout d'abord, un spécialiste ou une spécialiste de la mobilisation en matière d'accès contrôlé aux données et puis un spécialiste des services en matière d'accès contrôlé aux données. Alors, pour ce qui est du spécialiste de la mobilisation, il s'agit de soutenir la participation des organisations partenaires. Il faut donc que ces organisations partenaires puissent activement participer à la collaboration de la feuille de route, puis à sa mise en œuvre. Ensuite, le spécialiste des services ou la spécialiste des services
travaillera pour collaborer avec les dépôts des données partenaires, avec les fournisseurs de technologies, s'assurer que les établissements intendants des données puissent participer et soutenir la mise en œuvre et la mise à l'essai des technologies pendant la mise en œuvre de la feuille de route. Voilà, c'est tout pour moi et je vais rendre la parole à ma collègue Jen. Merci. Victoria, merci beaucoup pour nous donner un aperçu du projet. Maintenant, je vais passer au processus qui vous permettra de participer à l'appel à participation ou l'appel à proposition. Alors, voici une capture d'écran de la page d'appel à participation et appel de proposition sur le site web. C'est là que vous trouverez toute l'information nécessaire. Sur cette page, nous avons des liens vers un guide pour l'appel à participation et appel à financement. C'est un guide qui vous aidera à préparer votre candidature. Vous aurez donc toute la liste des questions sur les demandes et le travail hors ligne est possible. Il y aura également une foire aux questions et dépendamment des questions que nous recevrons, nous mettrons à jour cette foire aux questions et partagez cette information avec votre établissement et envisagez d'avertir votre établissement de votre volonté de participer. Et cette page web vous indique comment lancer votre candidature. On utilise un lien unique pour l'appel à participation et l'appel de financement. Alors, le guide que j'ai mentionné contient toutes les informations sur l'échéancier, sur le calendrier, mais nous voulons que ce calendrier soit clair, donc je le mentionne ici. Alors, tout d'abord, vous avez la prochaine date limite, qui est la date limite pour soumettre des questions. Il y a une adresse courriel qui vous est indiquée et qui vous sera indiquée plus tard dans cette présentation. Adresse courriel où vous pouvez soumettre des questions. Les questions qui auront été reçues avant midi, le 8 août 2023, recevront une réponse en temps opportun. Nous vous encourageons à envoyer vos questions dès que possible. Alors, regardez, allez consulter le guide pour l'appel à participation et l'appel de financement. Ensuite, l'autre date limite, c'est la date limite pour soumettre une demande, aussi bien pour l'appel de participation que pour l'appel de proposition pour l'offre de financement. Cette date limite est le 11 août 2023 à 20 h, heure de l'Est. À partir de là, nous, à l'Alliance, nous allons nous lancer dans un processus de sélection et ensuite l'avis d'attribution suivra. Alors, il y a des critères d'admissibilité aussi bien pour l'appel à participation à titre d'organisation partenaire que pour l'appel à proposition pour la possibilité de financement. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez participer. Alors, tout d'abord, je vais le mentionner à maintes reprises, allez consulter le guide pour l'appel à participation et l'appel de financement qui contient toutes les informations nécessaires pour ce qui est des critères d'admissibilité. Et sachez quels sont les critères d'admissibilité pour quel aspect de l'appel. Alors, pour participer à titre d'organisation partenaire, l'établissement doit faire partie d'un des groupes suivants. Les organisations admissibles incluent les universités, établissements collégiaux ou d'enseignement postsecondaire ou hôpitaux du Canada qui reçoivent du financement public et effectuent des recherches sérieuses. Des organismes sans but lucratif situés au Canada qui effectuent des recherches sérieuses, est en mesure de le faire. Des établissements ou organismes à but non lucratif situés au Canada dont les activités soutiennent l'écosystème de l'infrastructure de recherche numérique, les dépôts de données du Canada, des organisations, communautés, collectifs ou gouvernements, des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. Alors à nouveau, tous les détails se trouvent dans le guide. La diapo précédente se centrait sur les organisations partenaires. Alors, à présent, nous avons les critères qui autorisent au financement.
il y a 3 critères. Il faut les respecter tous les 3. Être une université, un établissement collégial ou un enseignement postsecondaire ou un hôpital du Canada qui reçoit du financement public et effectue des recherches sérieuses. Être également un établissement admissible des 3 conseils ou encore organisation partenaire de l'initiative. Alors, si vous cherchez du financement, vous serez réputé organisme partenaire. Alors, peut-être que vous vous demandez à quoi ressemble l'enveloppe de financement pour l'initiative, mais aussi pour les propositions. Alors, la fenêtre de financement, pour commencer, elle concerne 2 exercices fiscaux, donc la fin étant le 31 mars 2025. Le budget total est de 400 000 $ canadiens et le financement de l'Alliance correspond à 60 des 400 000, c'est-à-dire jusqu'à 240 000 pour 2 postes sur 2 ans. Il y a un financement de contrepartie exigible de 40 c'est-à-dire jusqu'à 160 000 $ et cela comprend 40 000 $ par année pour un poste ou 80 000 $ par année pour 2 postes. Le financement est destiné à couvrir jusqu'à 60 des salaires et des avantages sociaux des titulaires de 2 postes et toutes les autres dépenses sont inadmissibles. Alors, nous avons un peu parlé d'accès au site web, des liens sur le site web. À quoi ressemble le processus de soumission pour l'appel à participation à titre d'organisme partenaire, ainsi que l'appel de proposition pour le financement? Alors, d'abord, les demandes doivent absolument passer par le lien. La soumission doit se faire à partir de l'outil en ligne. Donc, un seul lien pour les 2, c'est-à-dire l'appel à participation et le financement. Et nous permettrons de soumissionner en anglais ou en français. Le lien donne accès aux 2 demandes en anglais et en français. Si vous avez des préoccupations quant à l'accessibilité, communiquez avec nous. Nous ferons les aménagements nécessaires. Toutes les soumissions doivent être signées par un représentant autorisé de l'établissement. Ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'autorisation de signer. Les demandes par équipe ne sont pas permises pour cette initiative. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul organisme par demande. En envoyant votre soumission, l'organisme candidat reconnaît que les modalités de l'entente sont non négociables. Nous avons prévu des ébauches de ces documents dans l'appel à proposition et l'appel de participation, donc vous pourrez en prendre connaissance à l'avance. Je vous rappelle que vous devez envoyer votre soumission avant le 11 août à 20 heures. Alors, le processus de sélection à présent. Toutes les demandes reçues par l'entremise du portail en ligne passeront par un processus d'examen. À quoi ressemble ce processus d'examen? Eh bien, cela dépend de la soumission. Alors, toutes les soumissions pour la participation à titre d'organisme partenaire et toutes les soumissions pour l'offre de financement passeront par une évaluation au titre de l'admissibilité. Et cela est fait par l'Alliance. Les demandes pour le financement, l'offre de financement passe par une deuxième étape d'évaluation. C'est un processus de sélection qui s'appuie sur un comité du mérite. L'Alliance fonde ses décisions de financement d'après les recommandations du comité d'évaluation du mérite et en fonction des fonds disponibles. Alors, ce processus de sélection est constitué d'une évaluation et notation de chaque soumission, une notation consensuelle des soumissions et ensuite un classement de la note la plus élevée à la plus faible. Donc, le classement de la note tient compte des 2 examens précédents.
Les membres du comité d'évaluation du mérite peuvent être des experts canadiens ou étrangers et ils n'y participent que s'il n'y a aucun conflit d'intérêt réel ou perçu à leur participation. Et donc, ils appliquent les critères de sélection à l'évaluation du mérite. Ces critères font, ainsi que la notation, font partie de la trousse d'informations disponible. Alors, avant de passer à vos questions, je vous rappelle que nous avons prévu de répondre aux questions. Si vous avez des questions par rapport à l'appel à participation ou le projet lui-même, tandis que vous préparez vos demandes, vous devez communiquer directement avec l'Alliance bien avant l'échéance. L'adresse électronique est affichée à l'écran. Donc, funding-subvention@alliancecan.ca. Cette adresse électronique est facile à trouver et se trouve dans bien d'autres documents. Alors, surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous et rappelez-vous aussi de prendre connaissance du guide et de la foire aux questions.